Tout ce que je dis est déjà documenté. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. La médecine regorge d'informations. Il y a tellement d'études, de données, que je n'ai même pas le temps de tout assimiler. Alors pourquoi perdre du temps à inventer des choses? Tu comprends? C'est déjà un défi de mémoriser ce qui est essentiel. Alors pourquoi rajouter des choses inutiles? Pourquoi défendre une idée par intérêt personnel? Je n'ai aucun lien commercial, aucun partenariat, rien. L'huile de coco, je ne la vends pas. Je ne représente aucune marque, je n'ai aucun intérêt financier à en parler. Journaliste, vous n'êtes sponsorisé par aucune marque? Aucune, rien du tout. Si j'en parle, c'est uniquement parce que je sais que c'est bénéfique. Tu veux vérifier? Tape huile de coco sur Amazon.fr. Tu verras des centaines de livres à ce sujet. Va sur PubMed, tape Coconut Oil. Plus de 2 millions d'articles scientifiques. Et malgré tout, certains continuent de dire « ce n'est pas scientifique ». Mais c'est ridicule, c'est une insulte à la recherche. Ce genre de phrase, c'est une hérésie, parce que ces gens-là n'ont jamais pris le temps d'apprendre, de se renseigner, de lire. Tout le monde a droit à une opinion, mais encore faut-il qu'elle repose sur des faits. C'est tout ce que je dis. On parle souvent d'aliments puissants, de super-aliments. Tu aimes les myrtilles, non? Oui, j'en suis fan, et je vais t'expliquer pourquoi. La myrtille est probablement l'un des fruits les plus riches en polyphénol. Ces composés ont un effet extrêmement bénéfique sur l'organisme, et certaines substances présentes dans la myrtille ne se retrouvent nulle part ailleurs. Même en oncologie, c'est un aliment très respecté. Ceux qui comprennent vraiment le cancer savent qu'il repose sur 3 grands facteurs: la dénutrition, l'empoisonnement par toxines, le traumatisme émotionnel. Retiens bien ça. Ce trio est presque toujours présent. Tu prends une femme atteinte d'un cancer du sein, tu creuses un peu, tu lui demandes « Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années ?» Elle te dira souvent « Je me suis séparée ». Il y a toujours un élément émotionnel derrière. Seul, il ne provoquerait peut-être pas la maladie. Mais lorsque tu combines ce facteur avec une intoxication et une mauvaise nutrition, tu obtiens ce que les experts appellent l'effet d'escorte. Un ensemble de facteurs qui, ensemble, ouvrent la voie à la maladie. Aujourd'hui, notre environnement est saturé de substances nocives. La nourriture est altérée, le sol est saturé de produits chimiques, l'eau que nous buvons est polluée, et l'air que nous respirons contient des toxines invisibles. Nous sommes littéralement plongés dans une mer de polluants, et notre organisme n'a plus la capacité naturelle de tout éliminer. C'est l'une des principales causes de l'explosion des maladies modernes comme le cancer. Et il y a un autre point essentiel. Notre alimentation est de plus en plus appauvrie. Dans certains pays, comme le Portugal, on reste encore très traditionnel. Mais dans des endroits comme les États-Unis, boire 1 litre de soda par jour est banal. Tu comprends? C'est devenu une norme là-bas. Ici, on voit ça beaucoup moins souvent. Même si, oui, certains le font aussi. Et alors, on me pose souvent la question, mais qu'en est-il de la génétique? Je vais être clair, le facteur génétique est souvent surestimé. Mon père a eu un cancer, mon grand-père aussi, donc je vais en avoir? Pas forcément. Ce qu'on pense être de l'hérédité est en réalité de la transmission de modes de vie. Ta famille mange les mêmes plats, à la même heure, avec les mêmes habitudes depuis des générations. Ta mère a reproduit la cuisine de sa mère qui la tenait de la sienne. Ce n'est pas l'ADN qui se transmet, c'est le mode de vie. Et c'est là qu'intervient l'épigénétique, la manière dont ton environnement influence l'expression de tes gènes. Tu saisis la nuance? Ce n'est pas une fatalité génétique, c'est un héritage comportemental. Et si on parle d'alimentation, tu connais le régime paléolithique? Oui, celui basé sur ce que mangeaient nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. C'est un modèle alimentaire qui s'est développé sur près de 2,5 millions d'années, bien avant l'agriculture. À cette époque, impossible de cultiver du maïs ou du blé. Ils devaient bouger sans cesse. Ils ne plantaient pas, ils récoltaient ce que la nature offrait. Et je plaisante souvent, si je devais vivre comme eux, il me faudrait un camion rien que pour les chaussures de ma femme. Mais, blague à part, ce mode de vie impliquait un mouvement constant, une activité physique quotidienne.
Aujourd'hui, on est sédentaire, devant des écrans, assis la plupart du temps. Et pourtant, notre biologie n'a presque pas changé depuis 10 000 ans. C'est notre style de vie qui a tout bouleversé. On consomme beaucoup moins de protéines, moins d'aliments frais et notre corps, lui, reste adapté à une vie de mouvement et de nourriture non transformée. Alors bien sûr que ça a un impact, un énorme impact. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Nous bougeons beaucoup moins qu'avant. Le mode de vie moderne nous a rendus sédentaires. L'Organisation mondiale de la santé a mené une étude remarquable il y a quelques années et a tiré une conclusion simple. Pour sortir de l'inactivité, il faut marcher au moins 10 000 pas par jour. Tu n'as même pas besoin d'un équipement sophistiqué. Un simple podomètre, un petit appareil qui coûte une poignée d'euros, suffit. Tu le clipses à ta ceinture le matin et il compte chaque pas que tu fais. Le soir, avant de dormir, tu regardes le total. Plus de 10 000 pas? Parfait. Moins? Il faut bouger plus, parce que ce n'est pas une séance de sport unique dans la journée qui va changer ta santé. Moi, par exemple, toutes les heures ou toutes les 90 minutes, je fais une pause. Je me lève et je marche 15 à 20 minutes dans mon appartement. Ce n'est pas juste faire du sport l'après-midi. Non, il faut bouger tout au long de la journée. Et d'après l'OMS, il ne suffit pas de rester assis toute la journée en pensant que le sport du matin compense tout. Il faut se lever au moins 25 fois par jour, changer de position, activer le corps. Même si tu fais du sport, si tu passes le reste du temps assis, tu restes considéré comme sédentaire. Faire de l'exercice, c'est fondamental, bien sûr. Mais il y a autre chose qui a un effet bien plus profond. Changer son alimentation et son rythme de repas. Tu connais peut-être l'alimentation paléo ou la diète cétogène. Mais ce que je considère comme l'approche la plus puissante, c'est le jeûne intermittent. C'est simple, tu limites ta fenêtre alimentaire à 6 heures dans la journée. Par exemple, tu manges entre 7 heures et 13 heures, et pendant les 18 heures restantes, tu ne consommes que de l'eau. Pas de grignotage, pas de boisson sucrée, rien, juste de l'eau. Et je te garantis que si tu fais ça sérieusement, les résultats arrivent vite. Perte de poids, régulation de l'insuline, amélioration de l'énergie. Le docteur Jason Fung a publié une étude impressionnante. Des patients qui prenaient de l'insuline depuis 5 ans ont arrêté complètement en moins de 2 mois grâce au jeûne intermittent. Et ce n'est pas une invention moderne. Le jeûne existe dans toutes les grandes traditions religieuses, le Ramadan, le Carême, le Yom Kippour. Ce n'est pas un hasard si toutes ces cultures ont intégré le jeûne dans leur mode de vie. Tu peux le faire un jour sur 2, ou adopter une fenêtre quotidienne limitée. L'important, c'est de laisser ton corps respirer. Parce que parfois, la meilleure chose à faire, ce n'est pas manger, c'est ne pas manger. Le jeûne intermittent peut se pratiquer plusieurs fois par semaine. Tu peux aussi l'adopter quotidiennement, en suivant une règle simple. Tu manges pendant 6 heures, puis tu t'abstiens de toute nourriture pendant les 18 heures suivantes. Tu choisis ta plage horaire, par exemple de 8 heures à 14 heures, et pendant cette période, tu manges normalement. Mais on peut manger ce qu'on veut dans cette fenêtre? Oui, dans ces 6 heures, tu as une certaine liberté. Mais le secret est dans les 18 heures de repos digestif. Et la faim? Tu vas peut-être ressentir un léger inconfort les 2 premiers jours, c'est vrai. Mais ensuite, plus rien. Le corps s'adapte. Tu verras que ce n'est pas de la faim que tu ressentais avant, c'était de l'habitude. Moi, je pratique ça depuis longtemps. Et je complète avec d'autres gestes simples, comme boire de l'eau tiède avec du citron à jeun dès le réveil. Et ça change quoi? Beaucoup de choses, surtout si tu souffres de reflux gastrique. Le citron, malgré son goût acide, a un effet alcalinisant dans l'organisme. Quand tu le bois, il est acide, c'est vrai, mais une fois métabolisé, il contribue à rééquilibrer le pH du corps en le rendant plus alcalin. Et ça, c'est crucial, parce que l'acidité chronique favorise l'inflammation et le vieillissement. Un bébé, à sa naissance, est naturellement alcalin. Mais plus on avance en âge, plus notre terrain devient acide. Et cette acidité, elle crée un terrain favorable à toutes sortes de maladies. Donc, si tu veux préserver ta vitalité, réduis l'acidité, bouge plus souvent et laisse ton système digestif se reposer. C'est tout un mode de vie, pas une mode.
Vieillir, c'est devenir acide, tu comprends. Donc selon toi, c'est une habitude qu'on devrait adopter quotidiennement. Exactement. Moi, aujourd'hui, je fais ça 2 fois par jour. Le matin à jeun et le soir, quand je suis avec ma femme devant une série. Oui, je suis un fan de feuilleton. C'est notre petit moment ensemble. Et à ce moment-là, je bois mon eau chaude au citron. Tu la préfères chaude? Oui, parce que ça coupe la sensation de faim et ça se digère mieux. Essaie, tu vas voir. Tu prends de l'eau chaude, tu y presses un citron frais, tu laisses refroidir un peu pour ne pas te brûler, et ensuite tu bois lentement. Je te le dis, quand tu as fini de boire cette eau citronnée bien tiède, tu pourrais avoir ton plat préféré devant toi. Tu n'aurais même pas envie de manger. Vraiment? Teste, sérieusement. Essaye pendant quelques jours, et si ça ne change rien pour toi, tu viens ici et tu me dis franchement, non, chez moi, ça ne marche pas. Mais je parie que tu vas être surpris.